vous a dit qu'on est ensemble, donc ben, venez, on est ensemble. Donc, essayez de vous rapprocher un petit peu plus. Hein, voilà, faites comme le monsieur. Rapprochez-vous un petit peu plus. Ça va pourquoi? Parce qu'en plus, cette conférence sera filmée et ça sera beaucoup plus pratique en termes de visuel. Vous savez, la prise en état moderne, hein, vous connaissez. Donc on est filmé. Donc forcément, rapprochez-vous, voilà. Rapprochez-vous un petit peu parce que vous avez vu, eh bien, nos collègues, ceux qui filment, voilà, préfèrent qu'on mette du monde devant, voilà, c'est plus simple. Et puis en plus, c'est plus convivial parce que Teji, à Sato dit alors, vivre ensemble. Eh bien, nous ensemble, voilà, à ça même. Allez, c'est parti, c'est bon? Et voilà. Ah ben, toi, vous devez chercher Moucha, mais Moucha, j'ai rien. Donc, Rodolphe Alexandre, vous allez vous parler parce que, vous savez, nous n'avons pas de chébet pour en prendre, parce que même moi, hein, puis nous avons écouté sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Madame le maire, Sandra Bochimara, merci de m'avoir invité pour tenir cette conférence. Vous tous, amis de la Guyane, intéressés par les actions, les œuvres des grands hommes ou des grandes femmes de la Guyane. Je voudrais excuser notre président Georges Patient qui est retenu à Paris pour des réunions qui sont incontournables. Et avec moi, nous avons des membres de la société ici présents, la société Gaston Monnerville. Alors, je vais vous présenter un personnage que je considère comme exceptionnel. Et c'est très rare en histoire, surtout pour un historien, de déclarer que tel personnage est exceptionnel. Ça peut relever de la propagande, ça peut relever du culte de la personne, mais j'essaierai ce soir avec vous de démontrer que ce personnage, Gaston Monnerville, est hors du commun. Il est hors du commun parce que sa vie est basée sur une unicité d'action. Il est pétri de convictions politiques républicaines, l'école laïque obligatoire, publique. Il est féru de culture à la fois de la Grèce ancienne, romaine, voire à la culture moderne jusqu'à le siècle des Lumières. Par exemple, dans cette école que vous voyez, c'est maître d'école de l'époque que Gaston Monnerville et Georges Ottilie appelaient les hussards de la République. C'était pour la plupart de jeunes maîtres revenus en Guyane, qui avaient été formés en France métropolitaine, qui déjà pour certains avaient le CAPES ou l'agrégation. Et donc on peut comprendre que dès l'école maternelle, suivi ensuite de son passage au collège colonial de la colonie, on disait, où là il a été féru de la culture grecque, de Démosthène, Thucydide, Sophocle, Socrate. D'ailleurs, il sera un adepte de la politique des stoïciens. Et donc, cet enfant, Gaston Monnerville, qui est né le 2 janvier 1897, cet enfant aura un palmarès scolaire extraordinaire. Mais ce que peut-être on ne vous dit pas, il n'était pas le seul dans ce cas. À ses côtés, déjà, il y avait Victor Fortuné, il y avait son frère Pierre Monnerville, qui va se destiner à la médecine, il y avait Jean Martial, il y avait bien d'autres qui avaient des résultats aussi excellents. La différence, c'est que l'histoire va trancher. Lui va se destiner à la politique, donc sera plus connu. Mais sachez qu'à cette époque, la Guyane disposait d'une pléiade de jeunes aux qualités et aux talents remarquables. Donc, si nous partons de ce principe d'un jeune formé en Guyane par ses maîtres d'école dans l'école laïque obligatoire et républicaine, vous allez comprendre tout de suite que Gaston Monnerville est un archétype de la 3e, 4e et 5e République. Alors bien sûr, on a fait de lui le chantre de l'assimilation. Mais ce n'est pas une assimilation bornée, une assimilation sclérosée, stéréotypée. Sa revendication de l'assimilation, elle est liée à sa pensée schellchérienne, elle est liée à sa pensée de la baie Grégoire, qui pour lui sont
ces humanistes qui ont permis la libération des esclaves. À cette époque, on ne parlait pas encore des marrons. Adolphe, Pompée, Jérôme, tous ces marrons qui, en Guyane, se sont illustrés. À cette époque, c'était encore cette culture, on va dire, très portée sur la passion de la France. Et bien sûr, Monnerville, formé, pétri dans cette culture, eh bien, il voyait cette pensée de chercher pour l'égalité de ce qu'on appelait des races. Et donc, si on part du principe de sa formation cherchérienne, de l'abbé Grégoire et des philosophes grecs, on peut comprendre que très tôt, il va se porter à la pensée radicale socialiste. Mais également, quand on parle d'assimilation, il faut noter que sa volonté de l'égalité avec les Français de France, c'est surtout de combattre le régime des gouverneurs par les décrets. Parce que la Guyane n'est pas le cas de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Réunion. Nous sommes encore un pays très attardé au niveau législatif. Nous dépendons à cette époque du Senatus consul de 1854, voire même des ordonnances de Charles VIII, dans le cas du clergé, jusqu'à aujourd'hui par exemple, qui fait que nous avons un clergé qui était donc rétribué par la colonie. Et donc, je ne dirais pas que son acte qui va le conduire à la départementalisation est révolutionnaire, mais ce fut en tout cas une pensée exceptionnellement progressiste que de sortir de la colonisation pour arriver à l'égalité avec les Français de France. Eh bien, ce jeune, à partir de son certificat en 1908, au collège, avec, comme je viens de le dire, des maîtres de grande référence. Il a eu comme maître Chapelier, il a eu Henri Coudreau, qui est un explorateur de passage en Guyane, il a eu Dr Clément, avec ses maîtres. Il va réussir au concours des bourses en 1912 et donc accepter l'exil volontaire pour la France. Parce qu'à cette époque, les familles qui n'ont pas les moyens, eh bien, ils envoient leurs enfants passer ce concours et c'est donc la colonie qui va assumer la bourse. Alors, ne pensez pas que la bourse est une bourse faramineuse. Elle varie, j'ai les chiffres, 1000 francs la première année, 900 ça descend, ça remonte à 1200, 1300, mais après ça va chuter vers les 450 francs. Quand on est boursier de la colonie, il faut savoir que soit on va à Montpellier, soit on va à Toulouse, rarement à Paris à l'époque. Cet exil volontaire fait qu'il partira en septembre 1912 et la rentrée va avoir lieu donc en octobre. Et là, il est à Toulouse, dans le lycée Bernuy, qui va être par la suite le lycée de Verdun. Gaston Monnerville, là aussi, va se révéler profondément compétent, instruit, obtenant chaque année de bonnes notes en philosophie. Il sera même d'ailleurs lauréat d'un concours de philosophie. Mais il faut rappeler que deux Guyanais l'avaient précédé auparavant, dont celui, je me rappelle, JP. Le nom figure sur ce lycée. Et j'ai demandé d'ailleurs au président sénateur Georges Patient que nous puissions nous rendre à Toulouse pour apposer une plaque pour que les enfants de Toulouse sachent que dans ce lycée a été formé un Guyanais qui a été 22 ans président du Sénat. Donc le voilà ici, étudiant. Bien sûr, c'est la rupture avec la famille. C'est parfois des journées très difficiles parce que la bourse ne suffit pas toujours. Bien évidemment, il n'y a pas le carnaval, il n'y a pas Canal+. Donc, on passe son temps à l'époque dans la bibliothèque et on s'enrichit le cerveau pour apprendre et ainsi gravir les échelons. On le voit ici avec son frère, Pierre Monnerville, qui, je l'ai dit, se destine à la médecine, sera médecin, notamment en Guadeloupe, brillant, aussi brillant que son petit frère. Et là, j'ai pu retrouver cette photo mémorable où il est assis avec son frère debout et à côté, à gauche, Jean Martial, l'hôpital Jean Martial, et Roland Vierge. Jean Martial sera colonel des armées et c'est Monnerville qui va demander à l'époque au Conseil général qu'on donne le nom de l'hôpital, on disait l'hospice à l'époque, de l'hôpital, le nom de Jean Martial.
Donc il a quand même quelques amis, et on va dire qu'il souffre beaucoup moins que Félix Eboué de son séjour en France métropolitaine. Il a des amis, il a des relations, il passe les examens, et tenez-vous bien, nous sommes en 2012, 2015, il réussit à ses 2 baccalauréats, 2018, excusez-moi, quand ça commence. Alors, 1912, il est donc étudiant. 1915, il réussit à son baccalauréat, les 2 baccalauréats, et il s'inscrit donc dans 2 cours en droit et en sciences, en lettres modernes. Et donc en 2018, il sera avocat. Et je m'arrête un moment à ce niveau, parce que j'ai mis cette photo Marc Saint-Yves, c'est parce que nous pensons que son père, qui était fonctionnaire de la mairie de Cayenne, qui avait été radié par le gouverneur pour ne pas avoir exécuté ses ordres dans le cadre d'une élection, son père qui était également féru de lecture, son père avait répondu au gouverneur Brodé: « Monsieur le gouverneur, en votre qualité de gouverneur, je dois exécuter vos ordres sur le plan administratif. Mais en ce qui concerne les élections, je ne peux obéir qu'à ma seule conscience. » Dites-vous bien que moins d'1 mois après, il était donc licencié de la mairie, et son père a dû faire appel au niveau du Conseil d'État 4 ans après pour pouvoir gagner finalement et réinscrit comme fonctionnaire. Donc c'est peut-être cette anecdote qui a fait que Monnerville a choisi une carrière autonome, indépendante, libérale, et donc qui explique qu'il s'est donc porté comme avocat. Ici, j'ai fait une impasse parce que Monnerville, en 1921, il ne restera plus à Toulouse, parce que c'est compliqué pour un black d'avoir un cabinet à Toulouse à l'époque, de répondre à des affaires, et il va se rendre donc à Paris, où il va rencontrer un célèbre ténor des barreaux, César Kopenký. Et ça va être fusionnel entre les deux jusqu'à la mort de Kopenký en 1941. Et il sera, on va dire, l'assistant de César Kopenký. Tous les deux auront une carrière évolutive, tous deux seront plus tard ministres, et César Kopenký sera ministre de la Marine, ministre de la Justice, enfin, et député surtout de la Corse. Alors, je passe là-dessus. C'est pour vous montrer qu'il y a eu des procès très célèbres à l'époque en France. Il y en a un en particulier, l'affaire Petit-Liourin, qui est un Ukrainien qui était reconnu pour avoir mis en place des pogroms en Pologne. Et il y a un juif, Schwarzbach, qui va donc l'assassiner. Il y aura un grand procès, et de ce procès va naître la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, je m'arrête là, parce que là, nous rentrons dans une période qui va être phare pour Gaston Monnerville, l'affaire Galmo. Je passe août 1928, dans les rues de Cayenne, Papa Galmo est mort. C'est un bruit, on scande partout la disparition de celui qui pouvait prétendre retourner aux élections législatives en 1924. Galmo est-il assassiné? En tout cas, historiquement et scientifiquement, il est prouvé que dans ses viscères, Maurice Rivierez sera le médecin, il est prouvé qu'il avait donc absorbé de la soude. Mais toujours est-il que la mort de Galmo va susciter une émeute qui va conduire à la mort, à l'assassinat de 6 Guyanais, en particulier Thébia Tellus, Luc Jubel, entrepreneur, Servet, le docteur Clément, qui jouait un peu le rôle de recteur en Guyane, et bien d'autres. Et d'une quarantaine d'inculpés, il en sortira 14 qui seront donc déportés en France, tout particulièrement au tribunal de Nantes. L'affaire Galmo a 3 conséquences pour la Guyane. La première, c'est l'arrivée des tirailleurs sénégalais, parce que le gouverneur à l'époque demande la pacification, donc on envoie un contingent qui va être relayé pratiquement tous les 4 ans, 5 ans, jusqu'à l'affaire de leur révolte en 1946.
les Sénégalais. La seconde, c'est la mise en place du territoire de Linini. Ça, personne n'a vraiment étudié cela, qui fait que le gouverneur est gouverneur du littoral, mais aussi gouverneur de l'intérieur, sans le contrôle du Conseil général. Et la troisième, c'est que le procureur à l'époque demande le désistement du tribunal de Cayenne pour suspicion légitime, sûreté de l'État, et donc 14 inculpés seront donc déférés à Nantes en plein hiver, où la population de Nantes va, à la demande de Gaston Monnerville, rapporter des vêtements, de la nourriture, des choses comme celle-là. Mais si vous réfléchissez, Nantes, c'est une ville qui a été un port négrier. Nantes, c'est une ville très catholique. Nantes, c'est une ville où les paysans, les habitants, jugent encore le préjugé de race. Donc, quand on voit arriver 14 inculpés, dont certains se déclarent bouchers de poissons, dont celle-là dit qu'elle a 9 enfants de trois maris différents, les gens se gossent. Les gens considèrent les Guyanais comme des sauvages. C'est le mot qui est écrit dans la presse. Donc, on ne sait pas à quel moment Gaston Monnerville sera requis par des parents pour venir défendre des inculpés, mais par contre, on sait que très tôt, il va être le défenseur de Iki, de Ibad et de Souillon. On ne sait pas. On ne sait pas pour les autres. Par contre, on sait qu'il y a un homme qui interpelle la presse à l'époque en France, c'est René Maran. René Maran est peut-être le premier qui a saisi l'intérêt de ce procès et veut le transformer comme un procès contre le colonialisme. Alors, c'est très débattu à ce niveau. Mais moi, je vous donne ma thèse, modestement. Pour moi, Gaston Monnerville a été le stratège de la procédure. C'est lui qui va inviter des avocats connus pour leur position de droite, comme Delattre, comme Valency, ces anciens militaires après la Première Guerre mondiale. C'est lui qui va contacter tout particulièrement le roi, ou encore un ténor des barreaux, Zévaès. Par contre, c'est René Maran qui ira choisir un autre ténor des barreaux, Henri Torres, qui est connu en France, un peu le Vergès de l'époque, qui défend des cas improbables, des insoumis, défend des militaires, défend des militants antifascistes. Et donc, il va y avoir une pléiade d'avocats pour défendre les Guyanais. Alors, résumons cela. Gaston Monnerville aura une plaidoirie exceptionnelle où il va dénoncer la fraude électorale, la falsification des listes électorales. Même lui est supposé avoir voté ce jour-là. Il retrouve son nom comme ayant voté. Et puis, pour moi, Henri Torres, qui lui aura une déclaration très républicaine, du style je fais appel à Jeanne d'Arc, les Bouvines, il réclame l'égalité entre les Français. Bref, les 14 inculpés seront donc tous acquittés. C'est un moment exceptionnel parce que toute la presse de France, toute la presse des colonies en parlera. Et je fais une parenthèse, Madame le maire, si vous pouvez, dans les années futures, faire une convention avec Nantes, on pourrait faire venir en Guyane toute la collection de l'exposition qui a été réalisée à Nantes sur les inculpés des insurgés de Cayenne. Elle est remarquable. Je pense que c'est une très belle action qui pourrait donc se faire. Conséquence, eh bien, ces inculpés, ils sont heureux, ils sont contents, et la ville de Nantes oublie ses ragots, ses préjugés, invite les inculpés d'hier à des repas, à des galas, on leur offre des vêtements et ils vont donc quitter la Guyane. J'ai mis cette photo parce que pour nous historiens, il y a un homme qui va jouer un rôle phare. Il va écrire tous les jours la procédure du procès, relever toutes les déclarations, et Blaise Sandra, qui a fait un ouvrage Rome, que je vous conseille d'acheter, c'est l'ouvrage qui va permettre beaucoup aux historiens donc de pouvoir relater cette période. Alors, le grand qu'on voyait là, le grand, c'est Iki. Et lorsque Monnerville arrive en Guyane, il porte Monnerville sur ses épaules dans tout Cayenne, jusqu'à la mairie. Donc, Monnerville a gagné une élection. Il est célèbre,
Il est connu, on vante ses mérites, on vante ses compétences. Et bien évidemment, les inculpés de retour en Guyane disent, on a connu en France un Guyanais qui est brillant, mais nous voulons que le premier député noir de la Guyane soit Gaston Monnerville. Mais ce que les inculpés ne savent pas, enfin les inculpés d'hier ne savent pas, c'est qu'en Guyane, il y avait déjà un candidat, Philippe Saccarin. Philippe Saccarin avait été mis en place par le comité galmaudiste présidé par Ernest Prévost, le père du notaire que nous connaissons, pour pouvoir se présenter, briquer le poste de député. Donc ça veut dire que l'élection de Gaston Monnerville n'est pas aussi évident que ça. Mais intelligent qu'il est, il va venir en Guyane, on va dire, pour sonder la population. Et quand il vient en Guyane, il vient avec des rames de papier, on ne sait jamais, la presse ne peut pas avoir de papier, etc. Il vient avec un des premiers moteurs hors bord pour ceux qui vont aller dans les communes, la Prouague et autres. Et là, il va constituer un comité autour de lui qui est énorme, avec Ketri Lamotte, avec d'autres personnalités essentielles, Élie Panel et bien d'autres, Charlery, qui vont travailler avec lui. Deuxième problème, c'est que Gaston Monnerville est franc-maçon de la France, de la Grande Loge de France. Et en face de lui, Philippe Saccarin est franc-maçon de la Grande Loge de France. Donc vous imaginez la bataille sournoise, futile entre les uns et les autres, mais toujours est-il, Gaston Monnerville va gagner les élections au premier tour, près de 1800 voix. Et tout à l'heure, Madame Lafontaine a chanté quelque chose. Un micro. Ah. Ouais. C'est là, c'est là. Plus fort, quoi. C'est le même refrain après. Ouais. Et donc, il y aura ce qu'on appelle les soldats de Timobo. Et donc, la propagande, sa victoire brillante fait qu'il partira en France. Et j'ai volontairement mis, on va dire, un stand-by pour voir où nous en sommes. Il est membre du Parti radical à l'époque. Certes, il est franc-maçon, donc il a ses réseaux. Alors, il n'est plus à Toulouse, mais il est à Paris, à la Prévoyance. Et regardez la liste des personnalités que Monnerville fréquente régulièrement, avec qui il discute. Dont un en particulier, Jean Moulin, héros de la résistance, René Coty, qui sera président de la République, Vincent Auriol, juste avant, qui sera président de la République,
Jacques Chaban-Delmas qui sera député et président de la Chambre des députés, etc. Mitterrand. Ça veut dire que ce petit Guyanais a déjà réussi à mettre en place une véritable architecture autour de lui, de personnalités, d'autres gens qui permettent de comprendre son avancée, son positionnement politique. Et tout à l'heure, je l'ai dit, il est membre de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Par contre, il y a un point que très peu d'historiens, pour ne pas dire personne, modestement, je suis un des premiers à en avoir parlé, c'est que Monnerville a lu Mein Kampf de Hitler. Il l'a fait traduire à l'époque et il fait un tour de France pour expliquer qui est Hitler, d'où vient le danger et que représente l'idéologie nazie. C'est-à-dire qu'il se positionne pas seulement pour sauver ou protéger les Juifs, mais aussi pour les Noirs. Parce que dans Mein Kampf, moi je l'ai lu, dans Mein Kampf, il y a tout un chapitre sur le dressage des Noirs, sur la dévalorisation des nègres. À la même époque, plus tard, quand Eboué sera nommé gouverneur, il faudra lire la presse à la fois allemande, hitlérienne, ou la presse italienne, pour voir les colibés qui entouraient la personnalité de Félix Eboué. Alors tout naturellement, on peut comprendre, après le tableau précédent, que Gaston Monnerville soit nommé sous-secrétaire d'État aux colonies dans le gouvernement de Kampenki. Alors, soyons honnêtes, il va travailler pour l'évolution des indigènes, travailler pour l'unification de l'outre-mer, mais très honnêtement, c'est un travail colossal sur lequel, bon, il n'y aura pas toujours de très grande réussite au niveau donc des colonies. Sauf que là, on le voit dans son cabinet ministériel, juste par là, c'est son directeur de cabinet, Quintard. Alors voilà, on le revoit ici. Et je m'arrête sur celle-là. Là, par contre, il va jouer un rôle important. Parce qu'en 1939, il est chargé par le Parlement de se rendre en Afrique, au Tchad et au Cameroun, pour sonder la population. La guerre avance. La guerre est imminente et on veut savoir quel est l'état d'opinion des Africains par rapport à cette guerre qui va envahir l'ensemble de la France. Et dans cette délégation, il va rencontrer en particulier Félix Eboué au Tchad. Il va surtout discuter avec les peuples, on va dire, excusez-moi le terme, indigènes, africains à l'époque, parce que n'oubliez pas que le Cameroun avait été une colonie des Allemands et qu'au Cameroun, il y avait eu des massacres perpétrés contre les héros et contre les Nama. Donc il va réussir à convaincre, on va dire, la classe intermédiaire des Africains pour leur faire comprendre que la France aura besoin donc de l'Afrique. Ça, on ne le dit pas, parce qu'on peut dire que ces premières pensées ont permis par la suite à De Gaulle de comprendre l'intérêt géostratégique de l'Afrique. Alors, il va revenir et donc tracer tout un rapport sur la position des Africains vis-à-vis de la Guyane. Et là où je voulais en venir, eh bien, c'est cet homme, Georges Mandel, qui est un visionnaire, qui est le ministre de l'Intérieur et qui a compris que la guerre, elle est plus qu'imminente. Qu'il ne faut plus jouer avec des ressentis avec Hitler, qui a déjà envahi l'Anschluss, qui va s'attaquer à la Pologne, qui va remonter vers la Belgique, vers le Luxembourg, et qui nécessairement va déferler sur la France. Et Georges Mandel aura cette idée géniale de chercher qui peut tenir l'Afrique, qui peut aider la France à préparer les Africains, à préparer les ressources minières pour qu'on puisse, à partir de l'Afrique, relancer cette résistance pour libérer la France métropolitaine. Et qui est cet homme? Il va consulter une trentaine de gouverneurs, leur CV, leur biographie, et il va s'attacher en particulier à Félix Eboué. Mais Félix Eboué, à cette époque, il revient de la Guadeloupe, où pratiquement il a été chassé, on va dire, en tout cas rappelé par le gouvernement à la demande des béquets, à la demande des puissances industrielles,
Donc c'est un homme qui est ulcéré, fatigué, épuisé, mais qui ne comprend pas que la gauche socialiste de Léon Blum ne l'ait pas protégé dans son gouvernement au niveau de la Guadeloupe. Et donc, lorsque Mandel va rencontrer Eboué pour lui dire « c'est vers vous que je me positionne pour préparer l'AOF, l'Afrique occidentale », Eboué va refuser dans un premier temps. Et il va même considérer qu'on insulte, parce que lui, gouverneur maintenant de première classe par rapport à la Guadeloupe, on lui demande de retourner au Tchad, qui est un territoire encore en pacification, qui est un territoire de seconde zone. Et donc, non pas le TIL, mais l'homme qui va intervenir pour convaincre Félix Eboué, Gaston Monnerville. Et Gaston Monnerville aura dans son ouvrage Témoignage, mais malheureusement je ne l'ai pas apporté, mais dans ma voiture je l'ai, quand Gaston Monnerville est venu en Guyane, il a raconté cette histoire. Comment il a su, après toutes les colères, les clameurs, calmer Félix Eboué et lui expliquer que son destin était donc en Afrique. Alors, Georges Mandel va donc décider que Félix Eboué sera nommé gouverneur général avec des pouvoirs civils et militaires étendus, et à ce moment, il va accepter, et le décret de 1939 va permettre à ce Guyanais de préparer l'Afrique pour le retour de la France libre au niveau de la France. Alors que fait Monnerville? Il a 42 ans à cette époque-là. Que fait Monnerville? Eh bien, Monnerville décide de s'engager. Alors qu'en fait, la loi disait que aucun parlementaire ne pouvait contracter le service militaire, l'engagement militaire, tant qu'il était parlementaire. Il fallait qu'il démissionne. Et lui, il refuse. Il estime que sa passion de la France, il estime que l'égalité entre les hommes ne doit pas privilégier une classe, celle des parlementaires, par rapport à tout citoyen qui serait appelé à défendre la France. Eh bien, il va présenter une loi avec des amis parlementaires. Ils vont obtenir gain de cause, et donc le fascicule bleu sera effacé, et il va donc s'enrôler dans la marine. Alors on peut se poser la question, pourquoi la marine? La marine qui est touchée par le préjugé de race. Je vous rappelle que le Guadeloupéen Camille Mortenol, qui aurait dû être amiral, qu'il n'a jamais été, était dans la marine. En tout cas, vu ses diplômes d'avocat et autres, il sera nommé lieutenant de vaisseau et sera surtout attaché à la politique d'information, de concertation entre les officiers. Donc on le voit ici sur le navire Provence. Et permettez-moi encore une fois, avec toute la modestie et l'humilité que je requiers, eh bien, je suis le premier à avoir démontré que ce petit Guyanais, étant sur le navire Le Provence, allez le chercher sur Internet, eh bien, il était dans la bataille de Mersel-Kébir. Mersel-Kébir, c'est cette bataille qui a lieu au large de Oran, où les Britanniques soupçonnent les Français de restituer leur flotte aux Allemands. Et Winston Churchill ne peut pas accepter cette trêve. Et donc, il va lancer le plan catapulte en disant, si vous ne destinez pas la flotte française soit aux Antilles ou soit dans les ports de la Grande-Bretagne, nous bombardons la flotte. Et là, pour la première fois, on est en pleine guerre mondiale, les Britanniques vont bombarder la flotte française, 1900 morts. 1900 morts. Et M. Guyanais était présent sur l'un des navires, le Provence, qui sera sauvé. Et quelques mois plus tard, en juillet 2040, il va donc être démobilisé, mais il ne s'arrête pas. Il continue et il devient maquisard dans la résistance, notamment en Auvergne. Alors je fais vite. Quand on est maquisard, je vous rappelle que si les Allemands vous tiennent, c'est un seul mur et on vous fusille. Quand on est soldat, on a un matricule, on est supposé au moins faire la prison. Et donc il sera maquisard en Auvergne et il va travailler dans le cadre des hôpitaux, dans le cadre des passages des gens vers l'Espagne. Là, il y a un passage qui est extraordinaire. Ils vont réussir à exfiltrer les enfants de Félix Eboué et les sortir de la France pour les rapatrier sur l'Afrique. Alors à l'époque, il y avait les écoutes, etc. Et le message était Manoa del Dorado. Il fallait être guyanais pour comprendre ça. Ça voulait dire que les enfants ont franchi la frontière pyrénéenne. Alors je passe et j'en viens à un point
essentielle, la défaite de Gaston Monnerville. Nous avons vu qu'il est élu en 1932, réélu en 1935, pratiquement régulièrement. La guerre, il y a la coupure, il ne peut plus venir en Guyane, et il va gagner les premières élections de 1945. Il va gagner la deuxième élection de juin 1946. Mais le 16 décembre, le gouvernement change, il tombe devant un homme puissant, beau, grand, séduisant, René Jaffar, que des Guyanais sont allés chercher pour combattre Monnerville. Et ces Guyanais qui sont allés chercher Jaffar, c'était tous ces Guyanais de la négoce, de l'industrie, qui travaillaient avec le bagne qui a été supprimé. Alors, je ne vous cache pas que quand je discute avec l'une de vos collaboratrices, on arrive maintenant à mieux s'entendre. Mais j'ai une époque des clameurs, et moi je me rappelle d'une conférence à la Chambre de commerce où j'avais été étrillé par les pros Damas. Je reconnais la valeur, la plume du chantre de la négritude, mais incontestablement une campagne de diffamation, une campagne, les premiers tracts vont apparaître, les premiers graffitis sur les murs, et je vais vous donner quand même quelques-uns. Il y en a une, je connais par cœur, cet Antillais, mi-Guyanais, mi-Antillais, cet homme qui se prétend un nègre, cet homme qui parle au nom des nègres, qui n'a rien fait pour son pays d'origine, qui n'a rien fait pour son pays d'adoption, sinon que de parler des nègres en leur nom. Qui pouvait faire ça? Sinon Damas. Damas. Et Damas avait un surnom, André Cabassou. Pas mal, hein? André Cabassou. Regardez une autre. L'assimilation ne passera pas aux ripolins, les hommes des placers, les coupeurs de canne. La variété des besoins permettra de continuer plus que jamais à tenir la Guyane pour une fosse sceptique au service de la métropole. Oui, c'était dur. Et il y en a encore une autre, juste derrière, le règne du néant. 14 ans d'incompétence, 14 années de bluff, 14 années d'inertie, 14 années de politicaillerie, d'années de matuvisme, 14 années d'impuissance, d'escroquerie, de banditisme, de rapine. André Cabassou. Après, c'est là qu'on voit que Jaffar a besoin de l'Église, parce qu'il est socialiste, Jaffar. L'Église pour un danger mortel. La loi sur la séparation de l'Église et de l'État est désormais applicable en Guyane. L'ordre d'investiture est donné. Je ne laisserai pas assassiner l'Église catholique de mon pays. Je m'engage à défendre les intérêts de l'Église et la liberté de l'enseignement. Timomo, nègre blanc, catholique, ne soutenez pas le franc-maçon. C'était l'époque, telle époque. Et donc, devant une telle campagne, il était normal que Jaffar gagne cette élection. Le slogan était « Choisis le bon chemin ». Eh bien, le bon chemin, c'était que maintenant, Monnerville quitte la Guyane. Et que son destin politique était terminé. Alors, je passe. Dans ma thèse, on a pu démontrer des cas de fraude, des billets d'argent donnés. Il y avait une technique à l'époque, bon, nous, on n'a pas connu ça, la technique des moments cochons. C'est-à-dire que vous mettez vos militants devant la porte pour aller voter, et quand le militant a fini de voter, il revient encore devant vous, qui fait que celui qui est contre ne va jamais rentrer pour voter. Et il y a le cas où Gaston Monnerville en a marre, pas Gaston Monnerville, Jaffar en a marre, il saute 1,98 m, il saute sur la table des urnes et il dit à partir de maintenant, personne ne vote. On a tous les bulletins. Alors, la preuve en est, c'est qu'il sera élu le 16 décembre 1946, mais il ne sera agréé comme député qu'en juin 1947, quelques mois avant sa mort. Parce qu'à l'époque, quand vous étiez élu, il fallait que le Parlement vous donne le visa d'agrément pour votre poste de député. Eh bien, là, il y a une page extraordinaire. C'est que le petit Guyanais, quel est son destin?
Est-ce qu'il doit reprendre sa robe d'avocat? Il est appelé par ses amis du Parti radical socialiste qui disent non, ta compétence, ton talent, ton élocution, on a besoin de toi. On va te chercher une circonscription et aujourd'hui on dirait parachuter et on va te désigner pour aller à la conquête des voix. Et ce sera le Lot. Alors vous vous imaginez, région paysanne, mais paysanne de la profondeur de la France. Certes, ils sont radicaux, socialistes, un peu à gauche, mais catholiques. Maurice Faure disait, en tant que socialiste, je me dois une messe, parce qu'il sait que derrière les électeurs attendent sur lui, vous voyez. Donc, finalement, Gaston Monnerville, on va lui découper une circonscription, parce que la loi a changé, et fait qu'il y a un quota d'électeurs nécessaire. Autrement dit, on a vraiment arrangé sa circonscription, et Gaston Monnerville sera donc l'élu du Lot de 1948 à 1974, sans interruption. Mieux, de son poste de député, ils vont maintenant créer une circonscription du Conseil général. Et il sera par la suite président du Conseil général et maire de Soussérac. Alors, j'ai pu retrouver un document qui fait un peu rire. Il y avait des patriarches à l'époque, comme à l'époque, je sais pas moi, de Cataillé ou l'autre, des patriarches, qui faisaient et défaisaient les députés. Il y en avait un qu'on appelait Louis Mazet, et Louis Mazet fait des banquets, fait des réceptions, fait des réunions, et tous ces métropolitains iront voter pour Gaston Monnerville. Alors, sauf un petit groupe d'opposition qui va sortir un tract qu'on a pu retrouver. Désormais, dans le Lot, nous pourrons cultiver de la canne à sucre. Ok? Ça fait rire. Donc, notre Gaston Monnerville n'est plus représentant de la Guyane. Il est dans le Lot. Dans le Lot, c'est un terroir des paysans. On le voit ici, donc, président du Conseil général, et là, j'en viens au Conseil de la République. Le fameux Sénat. J'ai voulu faire une petite page rapide parce que beaucoup de personnes m'ont demandé, ah oui, il aurait pu être président de la République en 1953. Je ne le pense pas, très honnêtement. Il avait les qualités. Les qualités, la compétence, la conviction. Il l'avait. Monnerville est d'une probité légendaire. Monnerville est une maîtrise de la Constitution qui est exceptionnelle. J'en donnerai quelques éléments. Mais en 1953, il y a 3 éléments qui jouent contre lui. Il y a le positionnement par rapport à la communauté européenne de la défense, c'est le débat. Tout le monde n'est pas pro-européen. Il y a une deuxième condition, c'est la laïcité. On sait qu'il est franc-maçon, donc il est sclérosé sur la laïcité. Au Parlement, certains ne partagent pas la fameuse loi Marie Béranger. Et puis le troisième élément qu'on a oublié, c'est que la France est en guerre. Elle est en guerre en 1953 en Indochine. Et en l'occurrence, il faut trouver les solutions pour arriver à la paix en Indochine. Donc, honnêtement, je ne pense pas. 3 personnages se démarquent. Edmond Naléguen, Joseph Laniel et Georges Bidault du MRP. 13 tours pour pouvoir élire le président de la République. Personne n'a pensé à Gaston Monnerville. Certains en ont parlé. Vincent Auriol, dans son journal, il dit que Gaston Monnerville se préparait pour cette élection. Il le dit, sans véritablement approfondir. André Cornu, il en parle également. Et lui, par contre, on n'a pas les preuves, mais il dit que c'est le seul moment qu'il a vu en colère Gaston Monnerville, parce que lorsque le Parti radical s'est prononcé pour André Cornu, là, il n'a pas accepté. Parce qu'il estimait que André Cornu n'avait pas les qualités requises pour pouvoir se présenter au poste de président. Alors, je vous ai fait quelque chose. Mais Le
vieux radical dont on avait beaucoup parlé pourtant ne se présentait pas. Monsieur Georges Bidault, au contraire, était le candidat du MRP. M. Marcel Cachin sollicitait sans le moindre espoir les voix de l'Assemblée. M. Fourcade avait dès longtemps posé sa candidature et M. Daniel envisageait favorablement de changer de présidence. C'est dans cet apparat d'un Versailles légué par le grand roi au pouvoir républicaine que M. Le Troquer allait présider, après un hommage applaudi au président Herriot, les rites constitutionnels du scrutin. Presto. Vas-y, vas-y. Parce que là, on le voit, là. André Conduit, dont j'ai parlé, le 12e tour voulait se présenter. Émile Hugues, c'est le premier qui va dire le mot forfaiture. J'en viens là, j'en viens. Monsieur Daniel. Candidat. L'élection n'allait pas sans difficulté. Et là, on voit apparaître mon avis. Le successeur de M. Auriol. Voilà. Monsieur Nigel. Et voilà. Et donc, qui sera élu? René Coty. Mesdames, vous connaissez Coty, les parfums Balenciaga, parfum Coty, voilà. C'est un parfumeur, il est connu, il est riche. C'est un travailleur, mais c'est un homme relativement effacé pour un tel poste. Il sera donc élu, il aura une qualité, c'est que la France est en pleine guerre d'Algérie. Elle sort à peine de l'Indochine que la guerre en Algérie a pris un tournant incommensurables, notamment sur le plan diplomatique et international. La France est constamment contestée, critiquée à l'ONU par les Américains, par les Britanniques et d'autres pays sur son positionnement par rapport à l'Algérie. Et René Coty aura une idée, c'est qu'il faut que celui qu'on appelle le plus grand des Français revienne au pouvoir. Et donc, il va demander aux Guyanais, donc on voit ici le général Massu, Scheller, Salan, qui sont dans des comités d'avant-garde, menacent de débarquer à Paris, d'envoyer les parachutistes. Et donc, il aura cette idée de demander à André Le Troquer et à Gaston Monnerville de rencontrer le général de Gaulle. Et cette entrevue va avoir lieu à Saint-Cloud, 28 septembre 1958, où là, De Gaulle va donner son positionnement par rapport à la France. Effrayant, effrayant. Plein pouvoir, la mise sous tutelle du Parlement, j'en passe. Mais toujours est-il, un accord va apparaître, notamment grâce à Gaston Monnerville. C'est-à-dire que De Gaulle promet deux choses. Un, mettre fin à la guerre d'Algérie. Deux, une nouvelle constitution, celle de 1958. Et donc, à cette époque, on a un Gaston Monnerville qui est favorable à De Gaulle. Un parti radical qui est favorable à De Gaulle. Donc on voit De Gaulle ici, venant donc au Sénat, parce que dans la Constitution, je ne l'ai pas dit, c'est que De Gaulle promet la réhabilitation du Sénat. D'ailleurs, il y a un très grand juriste, Marcel Prélot, qui disait que la Ve République, c'est la Constitution, mais c'est d'abord le Sénat. Et donc, fort des promesses de Gaston Monnerville, et en particulier de l'accord entre Monnerville et De Gaulle sera investi en juin 1958, et ensuite, il va donc lancer ce fameux référendum. Je fais une parenthèse, pour ceux qui ont suivi l'histoire de Justin Cataillé, il y a un homme qui viendra en Guyane, Malraux, André Malraux, qui va revirer la position de Cataillé et celle d'Aimé Césaire. On n'en parle pas, mais Aimé Césaire a appelé Malraux l'ambassadeur de l'espoir retrouvé, qui fait que la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe vont adopter, voter pour la Constitution. Il y a un homme qui va refuser en Afrique, Sékou Touré, la Guinée qui sera indépendante. D'accord? Donc, cette Constitution sera donc reconnue, votée, élue, 78%, etc. en France, en métropole. Et, bien évidemment,
très peu d'historiens ont insisté là-dessus, eh bien, à la fin de l'année, De Gaulle prend le pouvoir. De Gaulle est élu par les députés et les sénateurs président de la République le 21 décembre 1958 et il sera investi en janvier 1959. Ça, on a oublié ça. Et donc, là, on a un De Gaulle qui va changer, sauf que il est confronté à la guerre d'Algérie. Donc là, c'est l'amorce d'Alger. Donc vous avez ici le putsch d'Alger en 61. Vous avez ces fameux généraux joués au salon. Il y a toute une page à écrire. Toute une page à écrire. À la fois sur la guerre d'Algérie, les souffrances, les atrocités, les massacres, mais également sur la stratégie. Parce que ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est l'Algérie française. De Gaulle s'est rendu à Alger, il a dit « Je vous ai compris ». Après, il a dit « Vive la France libre et l'Algérie française ». Et puis là, maintenant, il change. Il commence à dire « Pourquoi pas une indépendance ? D'abord une autonomie ». Donc, je vous ai mis ici, on va dire, un récapitulatif. En janvier, eh bien, il lance le mot d'ordre d'autodétermination, ce qui explique le putsch d'Alger. Et en 62, c'est quasiment l'indépendance d'Algérie, les accords d'Évian. Mais Monnerville fera observer que dans les accords d'Évian, il y a 34 parlementaires du Sahara et de l'Algérie qui sont évincés du système républicain. Et qu'il n'y a pas eu de débat, il a fallu juste adopter une proposition du gouvernement de De Gaulle. Parce que De Gaulle est en train de prendre les pleins pouvoirs, de se plébisciter dans le gouvernement. Alors, quand je vous dis ça, ici, bon, on m'écoute religieusement, mais quand je suis à Paris, il y a quand même des voix qui disent non, enfin, c'est un vrai débat. Parce que ce qu'on ne vous dit pas à l'époque, c'est que la France, dans le cadre de la sûreté de l'État, ce sont les arrestations de nombreux Français sans jugement. C'est la commune de Saint-Maurice-l'Ardoise qui devient un vrai camp de détention de tous ceux qui sont pour une Algérie, on va dire, indépendante. C'est la ville de Saint-Dol, c'est le service d'action civique, ce sont les réseaux Focard. Et nous, en Guyane, eh bien, ce sont tous ces instituteurs qui seront arrêtés, qui seront renvoyés en France métropolitaine. Monsieur Linglin, l'instituteur, du jour au lendemain, affecté à Lille. Monsieur Loupec, le douanier, conseiller municipal, qui ne prenait plus de congé, parce que si vous partiez, on vous tenait là-bas, et qui lui, finalement, sera contraint de partir à l'île de la Réunion. Donc c'est une France dont les libertés sont quand même sous réserve, encasernées. Donc, on a un général de Gaulle qui, certes, cherche par tous les moyens une espèce de pacification. Il aura peut-être eu cette pensée extraordinaire d'avoir compris qu'il valait mieux l'indépendance de l'Algérie. Donc, je passe sur la réédition, les généraux. Et on arrive à l'attentat du Petit Clamart. Le Petit Clamart, août 1962, tous ces généraux, ils sont exaltés par le fait que le territoire cède devant l'Algérie. Donc c'est un lieutenant-colonel, Jean-Baptiste Thirin, qui va organiser ce qu'on appelle le plan Charlotte Corday, et ils vont tenter donc l'assassinat de Gaulle. De Gaulle sort de l'Élysée, ils seront chez lui, près de Villacoublay, et là, ce qu'on appelle des terroristes l'attaquent. Alors j'ai fait des conférences au lycée dans le cadre de Gaston Monnerville, et j'ai un élève qui me dit « Mais monsieur, ils sont stupides, ils ont tiré en bas, il fallait tirer en haut ». J'avoue que je n'avais jamais pensé à ça, parce qu'en fait, De Gaulle, son chef de cabinet, son épouse sont indemnes et se rendent chez eux, mais les conséquences seront énormes, parce que De Gaulle, tout de suite, va penser que dorénavant, le pouvoir doit revenir au président de la République et qu'il soit élu au suffrage universel. Alors, disons franchement, peut-être que De Gaulle a raison, même qu'il a raison, que cette élection se passe au suffrage universel. Mais les articles de la Constitution qu'il présentait n'étaient pas les bons. Lui, il veut l'article 11, parfois l'article 3, la souveraineté du peuple, et Monnerville dit non, l'article 89, vous devez convoquer les chambres des parlementaires, qu'il y ait un débat et qui donne à ce moment-là l'autorisation d'aller vers un référendum. Voilà le véritable débat, article 11, article 89. Conséquence,
il s'avère qu'en septembre 62, il y a le congrès du Parti radical à Vichy. Lui, Monnerville pense que ce n'est pas son rôle en tant que président de monter sur l'estrade et d'attaquer De Gaulle. Mais dans la soirée, il y a une réunion avec Mitterrand, avec tous ces gens que j'ai mis là, Déhy, Émile Hugues, et ils arrivent à convaincre Monnerville de prendre la parole le 29 septembre. Alors là, je n'ai pas pu retrouver cela au niveau de l'INA, mais ça vaut le coup. Réviser cette constitution par le biais de l'article 11, c'est porter atteinte à ses droits et à ses libertés. Car lorsque les garanties qui lui sont données par la Constitution sont violées, il n'y a plus de République. Laissez-moi vous dire que la motion de censure m'apparaît comme la réplique directe, légale, constitutionnelle à ce que j'appelle une forfaiture. Ce mot qui tombe, forfaiture, c'est le droit féodal. Forfaiture veut dire trahison dans l'exercice de ses fonctions. Mais cette déclaration de Monnerville s'adresse à Pompidou, qui est le chef du gouvernement. Mais la presse va l'orienter vers De Gaulle. Et ce qui est bizarre, c'est qu'avant que Monnerville ne prononce ce mot, Émile Hugues avait déjà dit le président De Gaulle ne respecte pas son serment, c'est une forfaiture. Le premier qui l'a dit, c'est Émile Hugues. La presse l'a oublié. Heureusement qu'on a pu le retrouver dans les calepins du Parti radical. Et donc vient après le discours célèbre de Gaston Monnerville. Alors, ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Et finalement, De Gaulle va publier donc le référendum pour l'élection au suffrage universel. Lui, Monnerville, il sera brillamment réélu président en octobre 62, juste avant les élections. Et là, c'est une phrase qui a fait le tour du monde. D'ailleurs, quand on est étudiant en droit dans la deuxième année, nécessairement, ce sujet revient. Dans sa récente allocution télévisée, le président de la République a dit « J'ai le droit, avec la haute considération due à cette fonction, mais avec gravité, avec fermeté, je réponds non, Monsieur le Président de la République. Vous n'avez pas le droit, vous le prenez. Le jeu normal des institutions est faussé, la Constitution est violée ouvertement et le peuple est abusé. C'est du français, ça. Hein? Extraordinaire. Et donc, bien évidemment, c'est la rupture avec De Gaulle. De Gaulle publie son décret pour le référendum. On voit ici Pompidou, Malraux, Coupe de Murville. Et la motion de censure est adoptée, mais oui, De Gaulle va gagner les élections, plus de 62%, mais tout le monde a oublié ça. L'élection se déroule au moment de la guerre froide entre les États-Unis et les Soviétiques. C'est l'époque, rappelez-vous, des missiles installés à Cuba, à moins de 2000 km. Et Kennedy ne laissera pas passer cela. Donc, du 14 septembre au 28 septembre, l'Europe a l'angoisse d'une troisième guerre mondiale. Conséquence, ben, les gens iront voter. Ils vont se dire attention, il vaut mieux voter pour le général de Gaulle, avoir un président, avoir un équilibre du gouvernement, et en l'occurrence, même si sur le plan d'accord, parce que tous les juristes avaient contesté le général de Gaulle. Le Conseil d'État avait donné raison à Gaston Monnerville. Seul le Conseil constitutionnel, qui n'avait pas encore cette possibilité de constitutionnalité, ne s'était pas prononcé. Mais on savait que ses membres n'étaient pas favorables. Mais finalement, donc, De Gaulle va donc, grâce à la guerre froide, gagner 61%, et on aura donc un président de la République élu au suffrage universel. C'est la défaite pour les députés radicaux, socialistes, communistes, c'est l'Assemblée dominée par les députés de Gaulle. Conséquence, on arrive à ce qu'on appelle la quarantaine. Ce mot n'est pas de moi, la quarantaine. C'est un argument qui est employé dans le monde par des journalistes qui considèrent que la politique de Gaulle maintenant vise à isoler totalement Gaston Monnerville. Il faut le blacklister. Il n'est plus invité dans les cérémonies officielles. De Gaulle ne lui répond plus par courrier. De Gaulle fait son chef de cabinet rendre réponse au président du Sénat
Et Pompidou, chef du gouvernement, ne met plus les formules de politesse. D'accord? Quatrièmement, deux grandes cérémonies vont avoir lieu. Les obsèques de René Coty qu'on a vues, et surtout les obsèques de Jean Moulin, qui était l'ami de Gaston Monnerville, et qui était en même temps l'ami de la sœur de Jean Moulin. Il ne sera pas invité. Ça veut dire que le deuxième personnage de la République ne pourra pas assister aux obsèques nationales de deux hommes d'État. Je vais le dire, le chef de protocole, c'est fini pour lui. Et la pire des humiliations, vous voyez tout le temps à la télévision, les ministres n'assistent plus au débat parlementaire quand c'est Monnerville qui préside. Donc Monnerville est contraint de faire ses vice-présidents tenir assemblée au moment des votes parlementaires. Seuls, pendant les commissions, les secrétaires d'État se présentent. Suprême humiliation. Et je passe sur l'anecdote que nos parents nous racontaient, la fameuse cérémonie où Monnerville aurait tendu la main. Oui, c'est vrai, on a pu la retrouver. Cette discussion a duré 1 minute, alors que un moment auparavant, De Gaulle recevait Chaban-Delmas, ça a duré 1 demi-heure, assis. De Gaulle debout, sans se serrer les mains, 1 minute. Donc, ça, il faut le dire, De Gaulle va avoir, comment dirais-je, un ressenti profond contre Gaston Monnerville. Est-ce que parce qu'il est noir? Est-ce parce qu'il a osé résister, s'opposer à lui? Seul un ministre du gouvernement du général de Gaulle va démissionner. Sudron, le ministre de l'Éducation nationale. C'est le seul. Mais Couve de Murphy, Chaban-Delmas, Valéry Giscard d'Estaing, tous savaient que Monnerville avait raison. Mais ils se sont pliés à la raison d'État, à la solidarité, au leader charismatique général de Gaulle. Ça, je vous l'ai mis, parce qu'au moins ça, il va l'obtenir, le transfert des cendres de Schœlcher est dévoué au Panthéon, donc une cérémonie magnifique. Et voilà, je vous ai mis, on a pu faire le décompte. 59 fois, Monnerville préside sans la présence des ministres. C'est quand même pas seulement une humiliation, c'est abject. Enfin, je vais conclure, la réforme constitutionnelle de 1969. Tout le monde sait que De Gaulle, c'est le pouvoir personnel, le pouvoir plébiscitaire. Aujourd'hui, on dirait couramment hors sol, décide de réformer le Sénat. Le Sénat qui était l'équilibre de la Constitution, puisque le Sénat vote les lois, contrôle les lois, et ce Sénat, il décide de le transformer avec le Conseil économique et social. Donc, il réduit le nombre de sénateurs, il transforme le Sénat en une assemblée consultative et il limite les pouvoirs législatifs. Et le président du Sénat n'est plus le deuxième personnage, l'intérim sera désormais assumé par le chef du gouvernement, éventuellement par les ministres par ordre de protocole. D'ailleurs, De Gaulle sera 2 fois opéré, 1 mois, 3 semaines, Monnerville ne le sera jamais. Donc, qui vous prouve que c'est vraiment la quarantaine, c'est la rupture, c'est un fossé abyssal qui s'est créé entre l'Élysée et le Sénat. Conséquence, De Gaulle a mené une campagne en disant « c'est moi le protecteur du peuple, c'est moi le garant des libertés, si je n'ai pas la majorité, je me retire ». Eh bien, ayant mis son mandat en jeu, perte de légitimité, perte de confiance politique, c'est la chute du gouvernement de Gaulle, et De Gaulle démissionne. Alors, je conclus, c'est donc la fin de Monnerville, on va dire président du Sénat, grand homme d'État, puisqu'il va démissionner, c'est Alain Poher qui va donc le remplacer. Mais il y a un homme que j'aime beaucoup, qui est mon mentor, qui est Georges Ottilie, et qui a eu la pensée à l'époque de faire revenir Gaston Monnerville en Guyane pour se réconcilier avec les Guyanais. Et là, on le voit avec Maurice Rivière, qui d'ailleurs mérite une page d'histoire, Maurice Rivière, comme médecin, homme politique, etc. Et voilà, Madame Lafontaine, c'est pas Monsieur Lafontaine qui est là? Je cherche le nom. Alors j'ai Ottilie, Monnerville, Darcy, Castor, Servet, mais j'ai pas ce monsieur qui est au milieu. C'est Lafontaine, merci beaucoup. Voilà, c'est donc Lafontaine qui était quoi? Qui était quoi à l'époque?
enfin, il est responsable du collège, quoi. Voilà, voilà. Ouais, oui, enfin, non, là, on est au collège. Hein. C'est-à-dire que Monnerville avait insisté pour aller visiter son école, son collège. Et donc, à l'époque, on l'avait amené. Et suprême honneur, c'est que Monnerville est venu avec les 2 enfants de Eboué, Ginette Fontaine-Eboué et Charles Robert Eboué, Charles en particulier, qui sera pilote de bombardier durant la Seconde Guerre mondiale. Et ils vont remettre à M. Masse, car nous l'avons ici en Guyane, l'épée du gouverneur Félix Eboué. Et j'ai terminé, non sans, avant de terminer, vous faire entendre, tout à l'heure on a entendu la chanson de Timoumo, et là, micro. Moderne, moderne. Je vous dirai qui est l'auteur. Non, monsieur le président de la République, vous n'avez pas le droit, vous le prenez. Gaston Monnerville, rien que ça me sentit à mettre hier, vous l'avez assez loin, vous voyez les porter. Mais à Cayenne, son parent décidé, fait une momo arriver à son nombril planté. Pour une Guyanaise aussi loin, vaillant l'école, so éduqué, même et loin. Non, avant capacité de rien, tout le monde fabrique en communauté son destin. Non, que moi de m'affronter à l'affaire d'Almo, Guyanaise s'en souvient. Quand on m'accusait, Guyanaise défend par Chimo, yo a quitté nos mains. Mais Guyana, c'est élu comme un gagnant, député, sénateur, puis aller plus loin. Voilà. Donc, l'auteur ici, Valérie Alphonse. Et vraiment, ça me plaît parce que, je conclue Madame le maire, ça me plaît parce que comment séduire la jeunesse sur notre culture, notre histoire, nos racines? Ben, il faut que des artistes s'interposent avec nous, s'entremêlent avec nous à travers des chansons, des poèmes, des manifestations. Et le reggae, pour moi, ben, je suis sûr que Monnerville ne connaissait pas le reggae, mais en tout cas, grand homme de culture. Hein. Parlez-lui de Berlioz, de Mozart, de ce que vous voulez, là, il allait vous répondre. Et pour moi, c'est vraiment prophétique que demain, notre jeunesse puisse comprendre notre culture. Voilà. Donc, j'ai résumé la vie et l'œuvre, pour moi, d'un personnage illustre qui a réalisé ce qu'aucun Guyanais n'a fait, non pas sur le culte de la personne, mais sur la méritocratie. Deuxième personnage de la République, dans une conférence au Sénat, je l'ai qualifié de l'Obama de la République française. Un sénateur m'a interpellé en me disant non, c'est peut-être Obama qui est, voilà, le Monnerville des États-Unis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, je vous remercie. Je terminerai en remerciant, sans remercier mes amis des archives, Jean-Pierre Bacot, Maria, son directeur, M. Reich, parce que il n'y a pas d'historien sans les archives. Ce sont eux qui prennent les documents, qui les réhabilitent, qui les classent. Je peux vous dire que moi-même je ne le ferai pas, mais il y a un travail essentiel de classement. Et aujourd'hui, je me permets, c'est ma vie ainsi, je me suis tranché. On a un des meilleurs archivistes de la Guyane, M. Georges Reich. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le référent, pour cette magnifique présentation de l'homme Gaston Monnerville. Alors tout à l'heure, monsieur Rodolphe Alexandre, donc, vous avez échangé avec une dame sur une question. Ben là, c'est l'heure justement de pouvoir poser toutes vos questions. Et puis, monsieur Rodolphe Alexandre se fera un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Alors je vois que, est-ce qu'il y a des mains levées? On va déjà, voilà, bon, c'est bon, il y a déjà Gilles
d'ailleurs qu'on salue, hein, de la Direction Générale des Services, donc Direction Générale Adjointe, Cohésion, Population Attractive, la DGA, COPA, c'est ça? La DGA, d'accord. Ok, donc il changeait. Je vais changer dans le sentiment. Bon, ben d'accord. Donc comment il a dit à présent? Direction du développement culturel et artistique. Bon, ben d'accord. Bon, ben c'est bon. Donc là, ça tient bien, c'est très important. En tous les cas, on profite bien sûr pour applaudir, mais surtout les personnes aussi qui œuvrent. Donc il y a l'équipe de Gilles Conap, Monsieur Ernesto Labrador qui est là. Vous pouvez applaudir, bien sûr. Hein. D'accord? Pour la culture. Il y a aussi Ricardo, il y a aussi Manu. On peut l'applaudir bien fort, bien sûr. Hein. Parce que c'est vrai que sans eux aussi, il n'y a pas de son. Et puis aussi, Amanda, qu'on peut applaudir, qui est là, hein, qui fait un gros travail. Et puis bien sûr, bon, ce que j'ai oublié. Désolé, mais dans tous les cas, c'est important d'applaudir ceux qui sont en coulisses. Hein, sans qui, eh bien, je ne serais pas assis, ça va pas été propre, etc. C'est très important de penser à eux. Et puis bien sûr, Madame le maire et son conseil municipal. Alors j'ai vu tout à l'heure Madame Laura Eder qui était là aussi. Voilà, donc des personnes eh bien, qui sont à notre service pour la ville de Cayenne. Y a-t-il des questions? Des questions, bien des petites anecdotes? C'est à l'heure, le zoté là, j'ai commencé à ça y est. Alors, des questions, oui? D'accord, il n'y a qu'à changer le micro. Donc, Madame Akila, alors, Madame, quel est votre nom et votre prénom? Arlette Lafontaine. D'accord. Donc, vous avez vu, elle avait bien commencé tout à l'heure avec une magnifique chanson. Madame le maire, vous avez raté ça. Mais, vous avez entendu? Non, mais au début, elle avait aussi chanté, effectivement. Alors, la question, allez-y. C'est pas une question, hein, d'accord. Mais je disais qu'il a été président du Sénat. Rappelle-moi, c'est 22 ans ou 25 ans? 22 ans. 22 président, ans. Hein? Président. C'est 28 ans de Sénat. Voilà, 22 ans, président. Quand même, je dis, ce n'est pas rien. Ah, c'est pas vrai. Ah ouais, 22 ans. Ah ouais. non mais on n'imagine pas dans un pays à l'époque, avec le racisme qu'il y avait, 22 ans. Quand même, bon, je te l'avais déjà dit, est-ce qu'il y a moyen d'enlever le bus dans le jardin? On ne le voit pas, le mettre dans le rond-point. Et j'ai déjà choisi le rond-point. Tu as vu le rond-point? Non, pas là-bas. Tu as vu le rond-point de l'université là, à Baduel? Ah, je vois bien. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai vu, ils ont coupé, puisque je crois qu'il y a le qui doit passer. Voilà. Mais il faut le mettre de façon dans un rond-point qu'on le voit. Parce qu'il mérite. Alors, si je me permets, d'abord, alors pourquoi la statue est au jardin botanique? Jean-Pierre Bacot ici, présent avec d'autres, mais on n'était pas nombreux. On a créé une association et nous sommes allés voir M. Antoine Taram, président de la région, M. Finira, président du département. C'était au moment où on avait fait un colloque exceptionnel avec les plus grands historiens sur Gaston Monnerville. Et donc, on a lancé un concours avec les architectes des bâtiments de France installés au Sénat. Et le sculpteur, c'est M. Tanomici qui a été retenu. Et à l'époque, en accord avec Antoine Taram et M. Finira, nous pensions que l'université aurait lieu dans l'hôpital Saint-Denis. Voilà. Et finalement, on aurait ainsi abattu le mur qui sépare le jardin botanique de l'hôpital et on aurait eu le campus universitaire. Entre-temps, les choix se sont orientés vers le nouveau site que l'on connaît et il y a des propositions dans Madame le maire qui aurait voulu prendre la statue et la mettre dans la place d'Esplanade des hommes célèbres. Donc, c'est une idée à en débattre. Mais 22 ans de présidence, oui, élu triomphalement tous les 3 ans, puisque le changement des sénateurs se fait tous les 3 ans, élu triomphalement, fort souvent au premier tour, surtout celui qui a révisé la Constitution, parce que je ne me suis pas étendu, mais aujourd'hui, tout le monde entend ou voit la télévision, le 49-3. Le 49-3, c'est De Gaulle qui l'a mis en place. C'est-à-dire lorsque vous devez représenter le gouvernement devant le Parlement, qui était constamment attaqué, critiqué par Gaston Monnerville. Les ordonnances 48,
des articles 44. Il y a eu progressivement une envolée de Gaulle vers le pouvoir personnel. D'ailleurs, on l'appelait le monarque républicain. Monsieur Mitterrand a même déclaré le coup d'État légal. Bref, donc vous avez raison, tu as raison. En fait, les Français rendaient hommage à sa compétence, à sa connaissance de la Constitution. Par exemple, lorsqu'il a fait sa première note en février 62, pour expliquer qu'il ne peut pas y avoir de référendum pour le suffrage universel du président s'il n'y a pas l'article 89 qui permet le débat des parlementaires. Tu as raison. Et je ne parle pas maintenant des autres questions qu'il a abordées, l'Amérique latine, Haïti, Cuba, etc. Son seul problème, c'était la Guyane. Et il a été renié par la Guyane. Forcément, pendant plus de 20 ans, il a été, on va dire, comment? Ouais, pas des... Il suivait plus ou moins, mais il avait un déni. Et alors, je dois dire, pour l'histoire, j'étais à l'époque jeune directeur de cabinet de M. Ottilie, et c'est avec Roger Caram, nous sommes allés frapper la première fois 24 avenue Poincaré pour lui demander l'entretien. Ça n'a pas été facile au début. Et puis après, j'y allais régulièrement, j'amenais même des Guyanais, parce que j'étais tellement effaré par cette connaissance, sa mémoire, donc j'amenais parfois des amis à Paris pour le rencontrer. Et j'ai donc pu ainsi, avec Anastasie Bouquin, faire RFO à l'époque, 1 heure d'interview, et on a fait également 1 heure avec Canal+, et Gaston Monnerville. Et donc, j'ai changé ma thèse, ma première thèse sur la Seconde Guerre mondiale, pour travailler sur lui. Et j'avoue qu'il faudrait encore une dizaine d'historiens pour travailler sur Gaston Monnerville. Vous avez raison, 22 ans de président, c'est pas évident. Et ce qui est important, c'est que sa valeur, sa probité, fait qu'il a préféré démissionner en 68 pour livrer la guerre à Gaston Monnerville, la bataille d'idées à De Gaulle, et qui fait que Alain Poher, mais pour sa chance, mais il le savait, Alain Poher avait la même rigueur, la même détermination que lui pour défendre le Sénat. Voilà. Alors, le micro circule. On va passer le micro à Madame Lafontaine. Je dirais 2 mots. J'étais gosse. Ce qu'on ne dit pas, 22 ans de sénateur. Il aurait pu être président de la République à cause de sa couleur, il n'a pas été. On ne le dit pas. Moi, j'entendais parler, j'entendais discuter quand j'étais jeune. Ouais. Tout à l'heure, j'ai expliqué, j'ai dit, voilà, ça reste très controversé. Très controversé. Voilà. Bon, alors, si la parole circule, donc à l'arrière. Bonsoir, moi j'ai juste une petite question très simple. À quand donc la panthéonisation de Monnerville? Bon, alors je vais répondre en demandant à Valérie de ne pas répéter au président ce que je vais dire. Moi, c'est mon dernier combat pour Gaston Monnerville parce que je suis le plus ancien de l'équipe. J'ai connu le président Roger Lise, j'ai connu Madame Dorian Sévégué. Tout le monde cherche des noms là, pour les rues. Voilà, une Guyanaise, Duboulet, qui a travaillé pour la Société des Amis de la Guyane et des Guyanais, etc. Vraiment une dame exceptionnelle, avocate de formation. Donc, j'appartiens à cette première cordée avec tous ces Guyanais qui ont voulu valoriser Gaston Monnerville. J'ai rencontré Jacques Chirac, j'ai rencontré Sarkozy, j'ai rencontré Hollande, alors Hollande plus d'une fois, et j'ai rencontré Ron, qui a mis ses 2 mains comme toujours sur mes épaules, mais ça veut dire le contraire. Et donc, je disais à notre président Georges Patient, on livre la dernière bataille, parce qu'elle est fondamentale pour la reconnaissance, pas parce qu'il est guyanais, du créole qui nous représente, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, au plus haut sommet de l'histoire. Il a fait la Guerre mondiale, il a défendu la Constitution, il a écrit une partie de la Constitution avec Michel Debré, et d'une manière générale, il reste un serviteur de la nation. Alors, le front gaulliste
visiblement nous livrent bataille et n'entendent pas que Monnerville franchisse les portes du Panthéon. On avait un allié de premier choix qui était le maire d'une des circonscriptions de Paris, Pierre Tétinger, homme de droite, convaincu, qui nous défendait à l'époque. Et tous ces gens-là sont partis. Alors aujourd'hui, on a le président Larcher qui publiquement a écrit au président Emmanuel Macron, qui a fait un courrier tout récemment à Georges Patient, mais oui, Larcher, je pense qu'ils sont en train d'étudier le positionnement de Madame Eboué. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais honnêtement, la comparaison ne peut pas se réaliser entre Madame Eboué, même si elle a accompagné son mari durant la guerre, qu'elle était infirmière, qu'elle a conseillé beaucoup de choses, avec un Gaston Monnerville qui a été pour moi, et c'est mon titre, hein, le gardien de la Constitution. Voilà. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, je me sens essoufflé parce qu'on voit vraiment une résistance. Mais une résistance peut-être pas due à la couleur de sa peau, mais idéologique, son positionnement par rapport à De Gaulle, dont j'avoue, très peu d'historiens n'osent désacraliser Eboué. Il ne faut pas oublier que Eboué, c'est la guerre du Cameroun, la décolonisation. Eboué, c'est une partie de l'Algérie. Eboué, c'est quand même toute la rupture et le positionnement qui a été mis par rapport à l'Afrique. Ce sont les réseaux Focard, d'accord? Et je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais vous savez que le décès de Justin Cagaillé dans le crash de 62 reste encore énigmatique. Je l'aborde dans mon ouvrage, mais j'espère qu'un jour, nous aurons l'accès aux sources véritables. Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Alors, ce qu'on propose, nous, c'est que les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens s'approprient Gaston Monnerville. Que véritablement, on aille chercher ces valeurs morales, ces valeurs intellectuelles, ces valeurs culturelles qu'il défendait pour que nous-mêmes, nous puissions être des petits Monnerville au niveau de la Guyane. Les Martiniquais ont commencé. J'ai moi-même fait 2 conférences déjà en Martinique. Maintenant, j'espère qu'en Guyane, on prendra le relais. Alors, je le dis pour Monnerville, comme je pourrais le dire pour Denain, pour Damas, Farm et bien d'autres. Il n'y a pas d'homme parfait. J'ai essayé d'expliquer que celui-là était véritablement, comment dirais-je, tranché dans cette position. Les Guyanais méritent le retour à leur histoire. Voilà. Très bien, la parole circule. Oui. Oui, allez-y. Monsieur le Président, dans votre allocution, vous avez évoqué la tentative d'assassinat du général de Gaulle. Oui. Y a-t-il eu d'autres tentatives d'assassinat? Non, c'est la seule à ma connaissance. Il y a une, c'était Mitterrand, mais vous savez, c'était une... Ça a été une aventure un peu épique, mais concernant De Gaulle, c'est le seul attentat officiel. Il y a eu des déclarations comme quoi ils avaient préparé, notamment quand il s'est rendu à Alger, mais celle-là, elle a marqué les Français, et c'est celle-là qui a permis à De Gaulle de déclencher sa prise de position pour un pouvoir, on va dire, plus personnel. Petit Clara. S'il vous plaît, on attendait donc la panthéisation de Monnerville, mais quand on va au Panthéon, quand on regarde Félix Eboué, à aucun moment on dit qu'il est guyanais. C'est là qu'il n'y a pas de doute. Donc, je pense que déjà, en premier, Félix Eboué est guyanais, et au Panthéon, ce n'est pas marqué qu'il est dans Guyane. C'est vrai. Là, il faudrait quand même que vous fassiez quelque chose. C'est vrai. Depuis quand j'étais président de région à l'époque, on avait écrit pour mettre une plaque indiquant qu'il était guyanais. Ça n'a pas été suivi des faits, mais le président actuel, Georges Patient, s'est promis de relancer donc la procédure pour qu'il y ait une plaque. En fait, c'est nous qui devons la faire, l'offrir, j'ai compris maintenant, à l'administration du Panthéon pour la poser au côté de la plaque de la plaque. Voilà. Non, mais les Guadeloupéens ont précédé, les Guadeloupéens ont fait 2 choses qu'on n'a pas faites. Ils se sont appropriés, ils ont fait cette plaque, mais ils ont également déposé avec Michel Chauvry un totem à l'île de Gorée. À l'île de Gorée. Madame le maire, pensez à ça, si vous avez de l'argent. Que des jeunes aillent de mer retrouver les racines, l'île de Gorée. Voilà. Donc s'il n'y a plus de questions, moi je voulais offrir mon livre à Madame le maire.
Ah, Voilà, d'accord. alors, il n'y en a plus. Alors, c'est monsieur Fred Simard. Mais non, on va enlever ça. Et vraiment, il n'y en a plus. Enfin, je crois pas. Et bonne lecture. Il a été maire, vous êtes maire, vous avez tout compris. Très bien, merci. Il y a... Donc, c'est bon, il n'y a plus de questions, plus d'échanges? Très bien. Donc, Ah, ben, il y a François. ah, François, monsieur François Duboulet, qui veut le micro. Merci. J'ai une question. Je posais cette question plusieurs fois à Mme de Yancey-Belé, malheureusement, qui était la dernière collaboratrice du président Monarville. Il est dit, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il y a eu 13 tours. Mais la Constitution prévoyait, je crois, tu me contrediras si je ne dis pas la vérité, entre 6 et 7 tours. Et après, s'il y avait personne qui se détachait, automatiquement, c'était le président du Sénat qui devait être élu président de la République. Alors, personne ne m'a jamais répondu, et je n'ai pas eu le temps malheureusement de poser la question directement au président Monarville, pourquoi il ne s'est pas imposé, puisque la Constitution lui permettait de devenir automatiquement président de la République. Est-ce que c'est son côté guyanais? Il dit, eh bien, on n'est pas venu me chercher comme au Sénat, comme pour le Sénat, à ce moment, moi, je ne vais pas m'imposer. Vous n'avez pas voulu de moi. Donc, je laisse rouler, et puis comme ça, on est allé jusqu'au trésor. Et deuxième chose, après cette histoire, disent que les Américains auraient joué aussi un rôle à ce niveau-là. Encore une fois, voilà. Est-ce que c'est votre position là-dessus? Alors, la Constitution ne donnait pas de nombre de tours. Mais les dernières élections étaient arrivées une fois à 4 tours, 5 tours, mais celle-là était exceptionnelle sur plusieurs jours du congrès de Versailles. Là, finalement, il a fallu arriver au 13e tour. D'ailleurs, au 10e tour, André Le Brunner, qu'on a monté, prend la parole et dit, bon, il faut arrêter cette mascarade. Il faut qu'on arrive à trouver l'unité pour sortir de notre pays. Ça, c'est le premier élément. La deuxième, oui, il y a une piste qui dit que les Américains ne voyaient pas d'un bon oeil que moi soit élu président de la République. La troisième, en fait, les présidents étaient soit d'anciens présidents de la Chambre des députés, soit d'anciens présidents du Sénat. Et ça a été le cas, par exemple, pour Vincent Auriol. Mais de là à dire qu'automatiquement il aurait été non. Nous pensons que Monarville attendait qu'on vienne le plébisciter. Et là, malgré tous ses amis, Paul Boncourt, Martineau Desplat ou autres, personne n'est venu le chercher. Donc, à la limite, on serait venu le chercher comme on a fait, par exemple, en 1947, quand Champetier de Ribes meurt, étant premier vice-président, tout de suite, ils ont vu sa compétence, son éclairage de la Constitution, ils l'ont élu président. Mais là, en 1953, certainement la question de couleur a dû jouer, mais sa timidité ou son recul, en tout cas, il n'a pas osé lever les doigts pour dire « je suis candidat ». Et c'est peut-être la raison qui explique la colère qu'il a eue contre André Cornu, parce que dans son livre, son témoignage, André Cornu raconte un petit peu cet épisode. Voilà. Très bien, merci. Alors, nous allons... Oui, le micro? Il y a un micro, juste là. Ensuite, nous allons donc bientôt conclure cet échange. Vous voulez parler, non? Pas du tout? Ok. Je m'en parle. La parole. Ah, mais c'est pas possible. Hein? D'accord. Bon, alors, je viens d'apprendre par un intermédiaire que Jean Cataillé nous a quittés, pour vous donner l'information. Ah, oui. Ah ben oui, ben, je voulais même commencer par ça, et puis ça m'a échappé.
Je parle de Jean Cataillé dans mon ouvrage Justin Cataillé. C'est vrai qu'on a perdu un très grand militant, je dirais un homme loyal, d'une grande simplicité, Madame le maire, un homme de quartier. Et vous savez que lorsque Cataillé a rompu, enfin, a divorcé de sa femme, une partie des frères s'est rendue en Martinique et lui, aux côtés de son père. C'était pas évident, parce que quand on connaît la vie très pignante de Justin Cataillé, les allers-retours en commune, le militantisme, etc., bon, il a accepté. Il est devenu après conseiller général, il a été élu après sur les Maronies, il a été adopté, moi j'ai vécu ça, adopté, sacralisé par les Bushinengue. Et je dois vous dire, honnêtement, j'ai beaucoup de peine parce que je savais qu'il était en santé délicate, mais sans lui, je n'aurais pas pu apporter tous les renseignements que j'ai développés dans mon ouvrage, les noms des typographes, les noms des marchands de journaux à la criée, les conflits internes. Vraiment, il a été précieux pour moi et nous perdons, on va dire, peut-être le dernier des militants du précaré Cataillé. Après Rival, après Madame Blecker, après les Anatole, je crois qu'on passe maintenant à une autre génération de cataïstes. Voilà. Et tu as raison, parce que j'avais pensé le dire avant le début de mon exposé. Voilà. Très bien. Alors, nous allons conclure donc ce bel échange, en tous les cas, cette magnifique conférence, avec bien sûr Teddy qui était là tout à l'heure. Et il va donc vous offrir une belle prestation musicale, mais surtout ne partez pas, puisque il y aura aussi donc eh bien, dans quelques petites minutes, une collation qui vous est offerte par la ville de Cayenne, de M. Rodolphe Alexandre, juste avant. Donc voilà. Donc déjà, je vous demande d'applaudir, bien sûr, M. Rodolphe Alexandre. Bien fort. Très important. C'est un bel échange. Passionné comme d'habitude. Comme d'habitude, et toujours à votre service. L'intérêt, c'est de transmettre. Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec d'autres historiens sur nos racines au niveau de la Guyane et du patrimoine. Très bien, on va inviter donc eh bien, les élus présents à venir, restez là, monsieur Rodolphe Alexandre. Donc les élus ici présents, donc, les élus du conseil municipal de la Cayenne, rejoignez-moi. Monsieur Rodolphe Alexandre m'a dit, mais qui s'intéresse là? Voilà, alors mon place, mais il a fait mon rété. Eh bien, je vais donc donner la parole à Madame le maire de la ville de Cayenne, Madame Sandra Trochimara, qui va nous expliquer, Monsieur Rodolphe Alexandre, ce qui se passe. Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaiterais te remercier, cher Rodolphe, pour donc, cette conférence dans le cadre de l'année Monnerville, mais surtout, je voulais, dans le cadre des 190 ans de municipalisation de la ville de Cayenne, 1835-2025, te témoigner mon admiration, te témoigner, comme je l'ai toujours dit, que mes premiers lions en politique, c'est toi. Et pour cela, je souhaite te remettre la médaille de la ville à l'effigie du blason de la ville de Cayenne. Fertorum Industria, le travail procure la richesse. Et juste te dire un merci et aussi te témoigner ma gratitude pour celui que tu es et celui que tu resteras pour moi. Merci. Je suis très ému de recevoir dans cette salle emblématique, traditionnelle, historique, cette médaille de ma ville, parce que moi je défends mon ascendant cayennais, la ville de Cayenne. Quand je rencontre mes amis de Mana ou de Kourou qui sont fiers de leur commune, je trouve que nous les Cayennais, on ne défend pas suffisamment notre ville, notre capitale, Cayenne. Merci Madame le maire pour un tel honneur. Merci.
très très bien, mais on vous offre également des fleurs. On sait que souvent c'est attribué aux femmes, mais pour moi c'est une attention particulière. Donc Patricia et moi, nous vous offrons ce petit bouquet. Voilà. Je vous remercie. Et de ce pas, je vais le remettre à quelqu'un qui me supporte, qui me dit pourquoi tu restes aussi tard dans le bureau à travailler. Donc je vais le lui apporter. Ça, c'est une Allez, on conclut eh bien, ce beau moment en musique, sans plus tarder, avec Tedji, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, bravo encore pour cette magnifique conférence, riche en informations et puis riche aussi en illustrations musicales, parce que j'ai pu entendre. Alors, pour faire le lien avec le thème de la conférence, je vais interpréter une chanson sur un monsieur qui a été cité plusieurs fois dans la conférence, tout comme monsieur René Marron aussi. Il s'agit de monsieur Félix Seboué. Et une chanson que j'ai coécrite avec madame Christiane Taubira, qui a écrit le texte et moi la musique. Félix Seboué, Tinegoura, les Bégaïeno, côté mon carré, mon cacharé, en disant mon patra. La pierre de mon pays, courage de mon pays, chanter sur mon pays. Maman, mon maman, il dégueule l'esclavage. Papa, mon papa, brigade contre l'esclavage. Ouais, vous n'êtes pas, vous êtes pour Paris, vous suis vous aussi. Dis-moi tout, vous ne s'y bien, mais pour vous ne portez un gars, et tu vas l'université. Pour ça, Félix Seboué, si n'est pour aller dégailler l'eau. Côté mon calé, mon cachaillé, en disant mon papa, la terre de vos pays, courage de vos pays, chantez sur vos pays. Pour l'école la France, pas dire un beaucoup, non, non. Des fois si volants, toutes les colonies, comprendre avant ça. C'est pour travailler, c'est pour faire premier. Chance qui vous soit pas fait pour qu'on a. C'est pour payer, ouais, nous qui malheureux, nous qui nous fait ça. Pour ça, Félix Seboué, si n'est pour aller dégailler l'eau. Nous connaissons nos galets, nous cachaillés, en disant nos papas, la terre de nos pays, courage de nos pays, chanter de nos pays. Et puis la Caraïbe qui paye l'Afrique noire, côté nos passés. Pour respecter tout nec, respecter tout foot, en prendre tout des langues. Nous nommer la terreur, ouais, à vous qui rôde, et le lac a fixé, au pas cata. Je ne doute pas sous la pension des étudiants qui votent ça. Félix Seboué, qui n'est pour aller dégailler l'eau. Nous côté vos carrés, vos cacharés, en citant, la pierre de vos pays, courage de vos pays, chantez sur vos pays, votez au Tchad, pour vous sauver le corps. Là au fort l'ami, des gains sauvages, et pas des gains pays. À passer par l'Afrique, et moucher l'éclair, frapper chimère, nous vesti, monter l'Afrique du Nord, n'est qui marchait là, marchait, toucher la vie, oh, oui, beau ça. Félix Seboué, amis, je dis ensemble. Oui, Bosta, Félix Seboué. Oui, Bosta, Félix Seboué. Oh, oui, Bosta, Félix Seboué. À nous qui sommes droits, vous faites 2 minutes. Félix
bois, si n'est pour aller décaler nos ribosta, venez se bois, venez se bois, ah ouais ouais ribosta, venez se bois, ah, si n'est pour aller décaler nos ribosta, venez se bois. Venez se boire. Yes. Merci. Alors, on enchaîne avec un morceau. Yes. Merci beaucoup. Un morceau qui s'appelle La Romobati que j'ai remixé en reggae pour les amateurs de reggae. Qui se marie très bien avec le reggae, le thème. Ah! Ah ah! Et bouché! Dis-moi qui peut me parler comment? Richesse, maman, la terre peut écouter, bah nous. La robe bâtie, oui, mon cas planté. Tout ce que les guilles nous gagnent, et toujours qu'à même cogner. Hey, venez voir, oui. Pour mon WhatsApp, oui. Non, c'est pas pareil. Young leadership, Loni, Kesson aussi, Kapaï aussi, ouais. Vini, oui. À mon parti, tout petit qui est qu'à chanter. Les bons matins, c'est la pour la journée. Attendez, à mon parti, qu'elle veille, qu'elle marche. Ça c'est mon aime, qu'elle sigue. Et fait pour ça qui peut arriver. Hey, vive, oui. Si à la table, travail, ouais. Voici les gajous. Y'a non mais, comme Congo, à tout ouais. Grimchat, wap déguiné, des beaucoup ouais. Merci. Et on va clôturer avec une dernière chanson que j'ai sortie récemment, il y a 2 semaines à peu près. J'ai fait une réinterprétation de La vie d'en bois de notre cher disparu Joseph Mondésir, dit Tonton Joe. J'ai transformé un petit peu ma façon en apportant un petit peu de modernité et voilà, d'ancrage aussi amazonien. La vie d'en bois.
pour fatiguer. Un amour gambé, un amour amarre pour allonger. Sous coup tombé, pour capoter, pas bon à chanter. Pour capoter, dans bois craquer, mourir au cas chanter. La vie d'envoi. On va chanter. Coquilloto, coq à chanter. Chou calpri. Sous mon lever. Un village, je la gagne Mayori. Au Pampola, la fondée à moi, pour lui faire son poil ouais. Mon poil trempé, pour aller la rôti, pour me faire mon chibet. Hey! Oh! Mon gars chanter la vie d'envoi. On chante encore. La vie d'envoi. La vie d'envoi. La vie d'envoi. La vie d'envoi. Asakisa, la vie d'envoi. Oh, Asakisa, la vie d'envoi. Oui, Asakisa. Dans des mourir, il y a qu'à chanter. Goûter dans la nature, qu'à parler by nous. La vie d'envoi, la vie d'envoi. Goûter si l'on la rivière à chanter. Connaître l'homme, mettre d'envoi, qu'à parler by nous. On va chanter la vie d'envoi. Asakisa, oui, Asakisa, la vie d'envoi. Oui, la vie d'envoi. Dernier péco. La vie d'envoi. La vie d'envoi. Oui, Asakisa, la vie d'envoi, mon dernier frère. La vie d'envoi, oh, Asakisa. Oui, Asakisa, la vie d'envoi, oh, Asakisa, la vie d'envoi. Merci. Ravi en tout cas d'avoir participé à cette illustration musicale. Merci Madame le Maire d'avoir invité ici. Bonne fin de soirée à vous. Merci, merci. Sous vos applaudissements. Encore une fois, applaudissez.